1769, Napoléon est né à Ajaccio en Corse. Il étudie dans une école militaire et ensuite il rentre dans l'armée avec un rang de lieutenant. En 1799, il y a le coup d'état du 18 Brumaire. De retour de sa campagne d'Égypte, Bonaparte décide, avec l'aide de son frère Lucien, président du Directoire, de sauver la République menacée par les royalistes et un retour de Louis XVIII. Le Directoire est réuni au château de Saint-Claude. Les députés se refusent dans un premier temps à modifier la Constitution en faveur du général Bonaparte. C'est par la force qu'ils acceptent de nommer un gouvernement provisoire en la personne de 3 consuls, Napoléon Bonaparte, Emmanuel Joseph et Roger Ducos. Bonaparte devient très vite premier consul et la réalité des pouvoirs lui sont octroyés. Napoléon devient consul à vie en 1802. Après la paix d'Amiens avec l'Angleterre, le premier consul Napoléon Bonaparte, au fait de sa popularité, décide d'en appeler au peuple et de se faire élire consul à vie. Il obtient 3 500 000 voix contre 8 400 en faveur de sa proposition. Le Sénat ratifie alors la Constitution de l'an qui consacre toute puissance de Napoléon Bonaparte. Il se fera proclamer empereur de France 2 ans plus tard. Comme on peut voir ici, le Code civil a été publié en 1804. Le Code civil, voulu par le premier consul Napoléon Bonaparte, se recueille de textes établis en un arsenal juridique unique qui s'applique sur tout le territoire et pour tous les Français. S'inspirant du droit révolutionnaire et du droit romain, le Code civil consacre les grands principes de la Révolution. La liberté de personne, la liberté, sûreté de la propriété, l'abolition de la féodalité, laïcité, entre autres. Les femmes en bénéficient pourtant par les mêmes droits que les hommes. En effet, l'accent est mis sur leur incapacité civile. En 1804, Bonaparte devient empereur des Français. À 35 ans, le premier consul, le général Napoléon Bonaparte, est sacré empereur des Français par le pape Pie VI et devient Napoléon Ier. À l'issue de la cérémonie religieuse qui se déroule dans la cathédrale de Notre-Dame, le nouveau souverain se couronne lui-même et couronne également son épouse Joséphine de Beauharnais. Il prête serment au principe de la liberté et d'égalité hérité de la Révolution. Pendant 2 semaines, les festivités continueront dans la capitale. Le règne de Napoléon Ier durera jusqu'en 1814. En 1821, l'ex-empereur Napoléon Ier a 52 ans. Il meurt dans sa pauvre maison de Longwood à Sainte-Hélène, un îlot perdu au milieu de l'Atlantique Sud où l'on exilait les Anglais en 1815 après la défaite de Waterloo. Selon le rapport d'autopsie publié par le gouverneur britannique de l'île, sa mort aurait été provoquée par un cancer de l'estomac. Pendant ces 2000 jours d'exil, l'ex-empereur a peaufiné sa légende en se confiant au comte de Las Cases, qui publiera ses notes l'année suivante sous le titre « Le mémorial de Sainte-Hélène ». La bataille d'Eylau a eu lieu le 8 février 1807 entre l'Empire russe et l'Empire français. Napoléon Ier, qui avait déjà gagné la bataille de Iéna, irrité par la reprise des hostilités par la Russie, déclare la guerre. La victoire est française. Elle est réelle dans la mesure où Napoléon reste maître du terrain. Elle a coûté fort cher. 10 000 tués ou blessés chez les Français, 12 000 morts et 14 000 blessés qui mourront faute de soins chez les Russes. Le colonel Chabert de Balzac meurt dans cette bataille. Il meurt dans la société, mais son cœur continue à battre comme ceux des autres. Le contexte historique du colonel Chabert est surtout celui de la Restauration. Après avoir conquis presque toute l'Europe, Napoléon décide de conquérir la Russie de l'empereur Alexandre Ier. Suite à la défaite de cette conquête, l'empire devient très fragile. Quelque temps plus tard, la défaite de Leipzig fragilise encore plus l'empire.
La chute paraissait inévitable. L'Empire est obligé à capituler suite à l'occupation de Paris par les troupes alliées royalistes. Alors, le Sénat français et le corps législatif déclarent la défaite de l'empereur le 2 avril et demandent à Louis XVIII, frère de Louis XVI, qui demeurait en Angleterre, de monter sur le trône. Napoléon signe son abdication le 6 avril 1814 à Fontainebleau. Ainsi, il marque le début de la première restauration et la fin de son empire. Louis XVIII subit l'influence de son entourage. Les Alliés ne souhaitaient pas restaurer la monarchie absolue puisque la révolution de 1789 était encore fraîche. Mais ils estimaient nécessaire la promulgation d'une constitution. La commission chargée de préparer le projet s'inspira des constitutions françaises de 1791 et de 1795, ainsi que des institutions britanniques. Pour la première fois en France, un régime parlementaire serait mis en place. Le roi Louis XVIII promit une charte constitutionnelle. En mai 1814, la paix est conclue avec les Alliés. C'est le premier traité de Paris qui rétablit les frontières de la France. Louis XVIII réussit à revenir sur le trône. La première restauration est faite, mais le pays reste agité et la légitimité d'un royaume disparu depuis 22 ans demeure fragile, surtout après l'empire de Napoléon qui donnait plus de liberté au peuple. Napoléon, qui avait été exilé à l'île d'Elbe, réussit à s'échapper et débarque au golfe Juan le 1er mars, un an après la première restauration. Louis XVIII doit abandonner Paris et laisser son pouvoir. C'est un retour à l'Empire qui ne durera que 100 jours. La défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815 oblige celui-ci à abdiquer le 22 juin et permet ainsi le retour à la Restauration et de Louis XVIII le 8 juillet 1815. Napoléon sera exilé à l'île de Sainte-Hélène. L'empire de Bonaparte restera dans le passé. La seconde restauration débute avec le retour de Louis XVIII le 8 juillet 1815. En 1824, à la mort de Louis XVIII, son frère prend le pouvoir sous le nom de Charles X. Il est décidé à éradiquer les républicains et les bonapartistes et à rétablir la monarchie absolue. Les opposants au régime monarchique sont quasi absents de la scène politique du fait de la répression de la Terreur blanche, période de répression exercée par Charles X contre les bonapartistes. À la chute de l'Empire, on ne peut être qu'un politicien royaliste. L'Église retrouve ses pouvoirs et privilèges. La Restauration est le début d'une profonde modification de l'économie française. Les manufactures se transforment peu à peu en usines. Le chemin de fer, qui va bientôt apparaître, permet le transport rapide de biens et de personnes. La toute jeune industrie française se concentre pour l'essentiel à Paris et fait naître l'exode rural, les travaux agricoles se mécanisent. Tandis qu'une classe ouvrière misérable se développe, les marchands qui investissent dans l'industrie s'enrichissent. La Chambre des députés de cette période oscille entre phase ultra et phase libérale. Napoléon est considéré comme un mythe, puisqu'il fait rêver les gens. Au-delà de son physique, il s'était fait le maître du monde, et pourrait symboliser aussi le danger totalitaire. Son propre mythe échappait à Napoléon. Il permit aux ouvriers victimes d'une misère due aux effets de la révolution industrielle et aux paysans inquiets d'avoir une identité. Il élimina ainsi les droits de naissance. Un paysan pouvait être soldat de la grande armée et pas seulement les nobles. Bonaparte donna les premiers droits à la classe basse. C'est le cas du colonel Chabert de Balzac, puisque Chabert, un orphelin, deviendra grand officier de la Légion d'honneur. Napoléon était un homme qui avait dominé la scène du monde pendant 15 ans. La Grande Armée était une armée nationale formée essentiellement des paysans et des ouvriers. Napoléon est un mythe parce qu'il incarne la volonté de puissance. Il est des hommes qui paraissaient à certaines époques pour fonder, détruire ou réparer les empires. Napoléon est le symbole de l'action. Il a vécu une grande histoire de l'Europe. Je me trompe, j'avais un père, l'empereur. Ah, s'il était debout chez Rome, et qu'il vit son Chabert, comme il me nommait, dans l'état où je suis.
Mais il se mettra en colère. Que voulez-vous? Notre soleil s'est couché. Nous avons tous froid maintenant. On peut interpréter que le soleil qui s'est couché, c'est en fait l'Empire, et que le froid, c'est la restauration de la royauté. Honoré de Balzac, le colonel Chabert.